Voilà. Bonjour à tous et je salue particulièrement Sergio Dalmasso, un ami italien. De Gênes. Qui nous a apporté un livre. Qui nous a apporté. Alors, je vais le faire voir. C'est un livre qui est une traduction d'écrit de André Tozel. Ah oui, c'est une traduction. Voilà, traduction en italien de texte de André Tozel. Il avait écrit sur des revues italiennes. De gauche, pendant les années 80, 90, tout ça. Et il avait participé parce qu'il avait beaucoup d'Italie, vous savez, Gramsci, Verdi, Vico, La Briola, et tout ça, à de meetings en Italie avec des philosophes et tout ça. Alors j'ai recueilli des choses qu'il avait écrites en italien. Il avait écrit en français qui avait été traduit en italien. D'accord. Je crois bien qu'il avait appris l'italien pour étudier Gramsci. Il m'avait dit ça. Il m'avait dit, on a peu de livres sur Gramsci en France, parce que le PSF ne l'aime pas trop. Oui, Il aime un marxisme différent, et je voulais l'apprendre en italien pour lire directement Antonio Rosel. C'est ça, absolument. Pourquoi aussi? C'est parce que les œuvres complètes de Gramsci sont d'abord parues en italien. L'édition Geratana. Geratana, si. Et maintenant, on devrait avoir une troisième édition. Ah bon? Parce que la première, Togliatti, Platone, celui 48, était partiel et était par thème. C'était plus facile à lire. Ouais. L'édition générale des œuvres de cahiers de Gramsci est comparue pendant les années 70 par Geratana. Et maintenant, on essaie de faire une troisième édition complète, plus complète encore. Bon, on a de la chance qu'à Nice, on a eu pendant longtemps un philosophe qui était membre du PCF, qui est un des introducteurs en France de Gramsci. C'est François Ricci. Et les premiers, avant Tozel, et quand vous regardez les premières éditions aux éditions sociales de textes choisis de Gramsci, c'est lui, François Ricci, qu'ils avaient fait. Et c'était un des animateurs de l'Université Nouvelle à Nice. À Carlone? Oh non, c'était avant Carlone. Avant Carlone. Il était pas à Carlone? Ah, je ne sais pas où il était. Parce que Ricci, j'ai l'impression que c'était un prof à Carlone. Je ne me rappelle plus trop, mais il est prof de philo. Mais effectivement, la toute première anthologie en France, c'est celle de François Ricci. La toute première. Aux éditions sociales. Moi je l'ai cette anthologie. Et ensuite vient celle de Tozel, peut-être 10 ans après, peut-être, à vérifier, mais un certain temps après. Et depuis, il y en a eu quelques autres. Il y a eu celle de Ramzig Kecheyan, qui s'intitule Guerre de mouvement, guerre de position, aux éditions La Fabrique. Et puis une autre au Seuil. Mais il est beaucoup plus connu maintenant quand même. Gramsci est utilisé. Alors Gramsci, il est plus connu et il est même, enfin on est en train de faire une parenthèse, mais il est même quelque part, on va dire ça paradoxalement, presque trop connu par certains et pas assez par d'autres. Il est trop connu par la droite et pas assez par la gauche. Il y a, oui, la droite emploie. Oui, voilà. La droite... L'hégémonie, le concept d'hégémonie. Exactement. La droite récupère Gramsci sur le concept d'hégémonie, sauf que quand on creuse, tant que j'y suis, on va y aller, quand on creuse, en fait, on se rend compte que ce qu'il récupère, c'est le concept
de lutte d'idées, de bataille d'idées, et qu'il n'y a pas ce qui devrait y avoir avec, c'est-à-dire la bataille culturelle dans les entreprises. Elle est totalement absente. C'est normal. C'est normal. Et quant à la gauche, ça se corrige en ce moment. Depuis 15-20 ans, ça se corrige très sérieusement. Mais pendant très très longtemps, et du temps de Tozel le regrettait amèrement, la gauche, elle a eu très longtemps tendance à considérer que Gramsci c'était un mec de deuxième zone, ou bien un type avec son histoire d'hégémonie culturelle, c'était pas un marxiste, c'était un marxiste douteux. Et puis surtout, elle lui reprochait d'être récupérée par la droite. De Benoît, en premier surtout. Alors, Alain de Benoît. Alain de Benoît, qui lui est un idéologue de l'extrême droite. Oui. De droite. Extrême droite. Extrême droite. Il Il a écrit un livre qui s'appelle « Pour un gramscisme de droite ». Voilà. Il y a longtemps. Je crois que la droite, elle a d'autant plus facilement récupéré Gramsci que ce qu'ils ont récupéré, c'est ce que Gramsci avait eu comme réflexion à partir de Machiavel, à partir du Prince. Et ça les a intéressés. Effectivement, comment diriger, comment s'occuper. Et l'autre truc, j'insiste parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Gramsci, il a écrit, mais il a participé aussi aux soviets, les conseils qu'il y avait dans les usines à cette époque. Et j'insiste parce que ce qui nous manque, effectivement, c'est les soviets. Ça, c'est pour en revenir au thème d'aujourd'hui. C'est pour en revenir au thème d'aujourd'hui. Non, mais il a tout à fait raison. Et ça rejoint la remarque que je faisais sur ce qui manque dans la récupération des gens de la droite. C'est justement ça. C'est cet aspect-là. La démocratie. De la démocratie dans l'entreprise avec les ouvriers. Et ça, ils se gardent bien de le récupérer, bien entendu. Septième étape dans notre parcours, Sergio, mais les 6 autres, ils sont sur le site. Septième étape de notre parcours, donc le socialisme soviétique, 2 points, une erreur d'étiquetage. Donc là, aujourd'hui, je quitte provisoirement les travaux de Lucien Sèvres sur lesquels j'étais jusqu'à présent, et je fais une incursion dans les travaux de Moshe Lewin. Moshe Lewin, 1921-2010, un historien d'origine polonaise considéré comme l'un des piliers de l'histoire sociale de l'URSS, et tout particulièrement du stalinisme, de la période du stalinisme. En 1995, il a publié en anglais un ensemble de 16 textes sous le titre Russia, USSR, Russia, Russie, URSS Russie. 6 de ces 16 textes ont été publiés en français en 2017 sous le titre Russie, URSS Russie, conjointement par les éditions Page 2 et les éditions Sileps. Je m'appuie aujourd'hui sur le chapitre 2 de l'ouvrage et j'en reprends aussi le titre, puisque une erreur d'étiquetage, c'est aussi le titre du chapitre 2. Alors, Lewin sait bien que son sujet, ce sujet-là, il est particulièrement controversé. D'ailleurs, socialisme ou pas, il est particulièrement controversé et que les puissances occidentales, les médias occidentaux, ne laissent pas dire n'importe quoi à ce sujet. Vas-y. Tu veux que je parle? Oui. Aussi, me prévient-il, il va garder les yeux fixés sur le processus et ses résultats. Autrement dit, sur la nature du système
et la manière dont il fonctionne. Ce que le système dit de lui-même est un facteur à prendre en compte, mais il ne faut pas s'en tenir là. Cette attitude de principe est d'autant plus indispensable que l'URSS fournit, on sans doute, de riches matériaux idéologiques, mitonnés entre guillemets dans de multiples cuisines de par le monde pour donner lieu à toutes ces interprétations. Cette production idéologique surabondante, elle est notamment due au fait qu'il est apparu bien vite que les objectifs affichés par le nouveau régime ne seraient pas atteints. Les pères fondateurs eux-mêmes, Lénine, Trotsky et Staline, savaient bien, et l'ont dit à maintes reprises, que la Russie ne pouvait pas, par ses propos moyens, créer un système socialiste. C'est ainsi que les années passant et les problèmes s'accumulant, on a vu la production idéologique du régime socialiste, entre guillemets, évoluer et se charger d'éléments conservateurs de la droite classique. On va dire les choses comme ça. Alors, premier thème particulier que je veux aborder, c'est la question de l'idéologie, ce qu'elle prétend être et ce que le fait que l'idéologie peut ne pas être ce qu'elle prétend être. Ce qu'elle prétend être, et en même temps, elle peut ne pas être ce qu'elle prétend être. Tout d'abord, la mort de l'idéologie est intervenue bien avant celle du système. Un moment est venu, en effet, et assez vite. Assez vite, les années 40 peut-être, ou 50, et assez vite, où les conférences sur le communisme scientifique, formule de l'époque en URSS, où ces conférences ne suscitaient plus qu'un ennui mortel. Le fossé que chacun pouvait constater entre la réalité historique, la réalité de terrain, la réalité quotidienne et la propagande du régime, eh bien, ce fossé, il avait décrédibilisé, délégitimé tout travail idéologique. Ce qui avait pour effet que dans ces profondeurs, la population, elle en était venue à être dépolitisée. Et, il faut bien le dire aussi, ce n'était pas pour déplaire au régime, car il y avait là pour lui une source de longévité, on va dire. Ensuite, il y a une autre idée en vogue qui consiste à critiquer tout projet sociétal et à dire que cela ne peut que conduire au totalitarisme. En fait, cette idée-là, tout projet sociétal est pernicieux, c'est un projet totalitaire. En fait, c'est une idée, dans cette idée-là, ce qui est pernicieux, c'est qu'on en vienne à dire qu'un projet sociétal puisse avoir des effets pernicieux. C'est ça qui est pernicieux. On a envie de demander, dans le contexte de l'URSS, à quel projet une telle affirmation fait-elle référence? Il faut savoir en effet que du temps même de Lénine-Trotsky, il y avait plusieurs projets sociétaux en présence. Et cela a encore changé avec Staline. La situation d'avant octobre 1917, la guerre civile, la NEP, la période stalinienne et les périodes qui ont suivi, chacun de ces moments se caractérise par un changement significatif de méthode et d'objectif qui prend parfois un caractère dramatique. Et donc attribuer une identité, oui je précise, hein, vous intervenez quand vous le souhaitez. Je sens que Stéphane... Bon après c'est une question courte. Hein. Tu parlais de certains points conservateurs au niveau de la direction soviétique. Pourrais-tu un peu plus développer quels étaient
ces points qui relevaient du conservatisme selon toi? Bon, il y en a pas mal, mais il y en a deux. D'abord, il y a l'exacerbation maladive du nationalisme de la part de Staline. Dès le début d'ailleurs, dès qu'il prend les rênes de l'URSS, c'est une évidence. Il y a un autre aspect, c'est la conception qu'il se fait du chef. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, je crois bien que oui. Par exemple, il disait que quand le chef rentre dans une salle, je crois que c'est une autre conférence précédente, quand le chef rentre dans une salle, arrive à une réunion, eh bien, tout le monde doit se sentir... doit trembler. Doit trembler. Presque se sentir menacé, quoi. Bon, doit trembler, c'est la bonne formule, c'est le bon mot. Bon, une conception du chef qui n'est absolument pas démocratique, et je décline un peu cette seconde idée. Il avait aussi une pratique particulière, c'est que quand il confiait une tâche ou une mission à quelqu'un, il n'imaginait pas que la personne à qui il avait confié une mission n'arrive pas à ses fins. Il n'imaginait pas ça du tout. C'était forcément de la faute de la personne. Et il n'avait pas du tout la conception d'une mission qui se réalise collectivement, qui met en branle des échelons différents, qui mobilise l'énergie de plein de gens, et qui fait que la réalisation d'une mission, eh bien, c'est une œuvre collective. Alors, pardon. Donc, il ignorait et refusait l'idée qu'en face des gens qu'il envoyait, il y avait une population qui pouvait réagir de toute façon, enfin, de toutes les sortes. Une réalité, en fait, voilà. différente. Une réalité différente de ce qui s'imagine. Que les masses populaires, il faut parler, voilà, que les masses populaires pouvaient être contre, pour, mitigées, je sais pas moi. Ne pas comprendre. Voilà. C'est ça. Donc, ce que je vous dis là, c'est décrit dans le plus grand détail par Moshe Lewin, dans un des 3 livres que je vous ai indiqués en janvier. Donc il décrit ça dans le plus grand détail, dans un chapitre qui s'intitule « La psyché de Staline ». Donc il décrit... J'ai pas repris ça parce que, là j'en parle, parce que tu m'incites à en parler, mais je ne l'ai pas repris, parce que c'est peut-être un peu trop mettre les choses du côté de la psyché, de l'intellect, etc. Je m'en méfie. Je préfère plutôt évoquer des processus sociaux, etc. Bon. Aussi après le 56, aussi après le 56, on a eu ce problème. Pardon. Aussi après le 56, on a eu ce problème. Si le défaut était de Staline simplement une culte de la personnalité, ou c'était un problème plus grand. Oui, en 56. Pour la première chose, Lénine employait le mot chauvinisme grande russe. En Staline, il y avait un chauvinisme grande russe, qui était le problème avec l'Ukraine. Aujourd'hui, à la guerre en Ukraine, aussi pour ce qu'on n'a pas, comment on peut dire, réglé en 1919. Oui, mais est-ce qu'on pourrait un peu développer quelques mots sur ce sujet-là? On pourrait dire par exemple sur Staline que, étant donné sa lutte contre Trotsky dans le cadre de pouvoir pour s'imposer, étant donné que Trotsky voulait, lui, la révolution permanente et la révolution mondiale,
On a dit que Staline était pour le socialisme dans un seul pays. Donc, à un moment donné, il a essayé de tourner la chose à son avantage pour justement construire le socialisme dans le pays où on est, c'est-à-dire l'URSS. Parce que si on attendait la révolution ailleurs, vu qu'elle n'était pas arrivée à un moment donné en Allemagne, en Italie ou dans d'autres pays, il fallait bien la construire, notre révolution, et construire le socialisme dans le pays où on était. Après, ça a dérivé sur un nationalisme, c'est possible aussi. C'est sûr. Il est incontestable qu'à partir d'un certain moment, il y a une opposition irréconciliable entre Staline et Trotsky sur la question de la révolution dans un seul pays ou mondial et permanent. Irréconciliable. Et on peut dire que chacun des deux protagonistes a poussé sa thèse jusqu'à des extrêmes, disons, maladifs, compulsifs. Staline, il ne pouvait pas ignorer que l'URSS, toute seule, aurait beaucoup de mal à réaliser la révolution. Déjà, Lénine le disait, on va l'évoquer. Et quant à Trotsky, lui, il ne pouvait pas ignorer non plus que l'heure de la révolution dans tout un tas d'autres pays, elle était passée. Elle a été écrasée, soit qu'elle n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de velléité dans tel ou tel pays, soit que l'Allemagne, elle a été écrasée. Donc, mais ça, il n'a pas pris en compte cette réalité-là. Il a persisté dans son idée de révolution permanente, révolution moderne. Bon, on avait affaire à deux personnalités qui ont persisté dans leur élan. Voilà. Et ensuite, c'est Staline qui l'a emporté. Il avait le pouvoir, il l'a utilisé, il a même éliminé Trotsky en 1940, alors qu'il était au Mexique. Voilà, etc. Alors, donc, attribuer une identité fixe de modèle totalitaire à toutes ces périodes diverses et variées qu'a traversé la Révolution, c'est donc ahistorique, totalement historique. Ça n'a rien à voir, il n'y a rien à voir entre les premières années où l'enthousiasme populaire était palpable et où le mot propagande n'était pas encore un terme obscène, mais encore chargé positivement de connotation, et les années suivantes, les années staliniennes et post-staliniennes, où là, la vie culturelle était réglée par le département agite-propre, agitation-propagande. C'est le département agite-propre qui coordonnait la vie culturelle. Lévin témoigne. J'en ai moi-même fait l'expérience durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque je travaillais dans une usine de l'Oural. Tout enthousiasme pour les activités organisées par le parti avait disparu. Ce n'était plus que des slogans vides de tout contenu. C'était des meetings où l'on décidait d'écrire une lettre au camarade Staline pour l'informer d'objectifs absurdes. En URSS, quelque part, on vivait dans un théâtre d'ombre. Parce que, théâtre d'ombre, pourquoi? Parce que l'idéologie, elle était déconsidérée. Le parti, il était dévitalisé. Il avait perdu toute crédibilité. Les objectifs politiques, ils étaient manipulés à qui le mieux par le système qui en changeait avec c'est dit quelque part, qui en changeait avec habileté. Et puis le socialisme, le communisme, c'était devenu des mots creux. C'est intéressant de recueillir le témoignage de Lénine, de Moshe Lénine. Lui, il a vu les choses de l'intérieur. Il travaillait, il dit, dans une usine de l'Oural, à l'époque. Et donc, il a vu les choses
comme tout le monde. Et il nous rend compte de ça. Alors, deuxième thème que je veux évoquer, tout ça c'est rapide, bien entendu. Est-ce que les socialistes russes croyaient à quelque chose? Eh bien, on va dire que oui, mais la réponse n'est peut-être pas celle que vous attendez. Ils croyaient au capitalisme, quelque part. Ils croyaient à la nécessité inéluctable que le capitalisme doive se développer, dérouler ses effets au fil du temps pour faire advenir la révolution. Qu'est-ce que j'entends par là? Les socialistes russes avaient médité les thèses de Marx et Engels concernant même la Russie de 1880, selon laquelle une révolution pouvait se produire en Russie. C'est le vieux Marx qui dit ça. Je ne sais plus si je l'ai déjà évoqué. Une révolution pouvait se produire en Russie, en déclencher une autre en Occident, avec l'idée que les deux révolutions devraient se compléter l'une l'autre pour rendre possible une orientation socialiste de la révolution en Russie, qui avait déclenché le tout. C'est ça l'idée que développe Marx. J'ai dû déjà évoquer cette lettre que Marx échange, correspondance qu'il échange avec Vera Aswich, je crois, dans les années 1882, 81-82, très peu de temps avant de mourir. Mais il savait aussi ce que disait Engels dans la guerre paysanne en Allemagne, à savoir que faire la révolution de façon prématurée, c'est-à-dire avant que les conditions soient mûres, était le plus sûr moyen de se retrouver irrémédiablement perdu. Voilà, la question de la maturité des conditions, c'est ça qui explique que les marxistes russes, Lénine le premier, observaient de très près le développement du capitalisme en Russie. Voilà pourquoi aussi ils ont même succombé à la tentation d'exagérer de façon considérable le développement du capitalisme en Russie. Nous savons maintenant que le capitalisme en Russie, c'était des points de fixation particuliers, mais à Pétrograd, etc., peu nombreux. Il y avait beaucoup d'ouvriers, mais à l'échelle de la Russie, ce n'était pas grand-chose. Lénine, tout à fait conscient de l'arriération de la Russie, mais aussi de son potentiel révolutionnaire, était arrivé à la conclusion que cette poussée révolutionnaire initiale pouvait se produire en Russie, précisément parce qu'elle était sous-développée et qu'elle était, de ce fait, un maillon faible dans la chaîne impérialiste. Et il espérait que la révolution russe provoquerait en cascade la révolution dans les pays occidentaux. Encore fallait-il, et là aussi vous allez voir le poids des thèses de Marx et Engels, encore fallait-il que la Russie fasse sa révolution bourgeoise démocratique. Étape incontournable. Et cela n'était pas gagné. La révolution de 1905, par exemple, elle permettait de douter de la capacité ou de la volonté des libéraux de Russie de faire cette révolution. La révolution de février 1917, la révolution bourgeoise j'entends, de février 1917, eh bien, elle régressait entre février et octobre. Elle régressait faute d'acteurs disposés à la mener à bien. Donc, là aussi, vous voyez, on a un jeu complexe, des acteurs qui sont surdéterminés par les thèses de Marx et Engels, qui essaient de faire dire à la réalité russe des choses qui sont, ma foi, difficiles à dire, qu'elle serait prête, qu'elle serait mûre, et qui finalement
je ne vais pas dire sans faire, mais disons, se retrouvent piégés par leur propre théorie. Ça, c'est le deuxième thème sur ce à quoi croient les socialistes russes. Il y a un troisième thème important à aborder maintenant, c'est celui très connu, très important, très connu, c'est celui du tournant que Lénine imprime à la révolution bolchevique en 1921. Ça, c'est la nouvelle politique économique. Construire le socialisme avec des mains capitalistes, dit Lénine. Les circonstances ont fait que dans le contexte de la Première Guerre mondiale, la révolution, elle a eu lieu. On ne va pas gloser, elle a eu lieu, cette révolution. Elle a aussi très vite été suivie par l'intervention étrangère de tous les alliés de la guerre 14, alliés et adversaires de la guerre 14, entre parenthèses, et puis aussi par la guerre civile. Très vite, Lénine prend conscience du fait que le cours des choses les mène dans le mur. Très vite, dès le printemps 18, c'est-à-dire juste quelques mois après le début de la Révolution. Et il soulève en 1918, c'est très important le timing, le tempo, il soulève la question du capitalisme d'État. Le mot, l'expression est de Lénine. Ce n'est qu'en 1921, il va lui falloir 3 ans pour convaincre ses camarades, et ce n'est qu'en 1921 que Lénine déclenche la NEP. Au congrès de mars 1922, Encore un an après, il persiste et signe. La voiture a pris une direction qui n'est pas exactement, et parfois pas du tout, celle qu'imagine celui qui est au volant. Et il revient sur l'idée de capitalisme d'État. Il dit à ses camarades qu'ils vont devoir apprendre à gérer l'économie et il fixe l'enjeu. Démontrer aux paysans que les nouveaux maîtres du pays savent gérer les choses d'une manière qui profite justement aux paysans. Il leur dit aussi qu'il faudra maintenir le capitalisme d'État dans certaines limites, évidemment, ne pas aller trop vite, savoir refaire 10 fois les choses si nécessaire et dégager le parti de ses tâches administratives. On sait que c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Nous le savons aujourd'hui, bien sûr. Alors, le bémol qu'il faut ajouter à tout ça, c'est qu'au moment où Lénine dit tout ça, Staline est déjà en train de préparer sa prise de pouvoir, 21-22. Il est déjà en train de préparer sa prise de pouvoir, et ce sera chose faite en 1924, avant même la mort de Lénine. Fin 24, Lénine est mort. Fin 24, Staline annonce que la Russie va pouvoir se lancer dans la construction du socialisme dans un seul pays. Et le développement des forces productives a reposé sur une autre force que la force capitaliste. Un État plébéien, absolutiste et sa bureaucratie. Sur le plan politique, cela a pris la forme d'un croisement entre un absolutisme à l'ancienne et l'autoritarisme caractéristique du capitalisme industriel. Voilà. Donc, la puissance, la poussée capitaliste est remplacée par la poussée étatique. De l'État plébéien, c'est la poussée étatique. Et l'absolutisme à l'ancienne, ben, c'est l'absolutisme tsariste. Évidemment. Alors, en attendant que ce développement advienne, toutefois, c'est-à-dire que l'URSS devienne une puissance industrielle à dominante urbaine, eh bien le régime ne pouvait pas ne pas se reposer sur les secteurs les plus arriérés du lien agraire. Le développement industriel s'est donc fait, mais sans la démocratie. C'était un nouvel absolutisme de type bureaucratique, non sans rapport avec le despotisme asiatique, formule de Marx,
qu'il emploie à la fin de sa vie. Le socialisme n'a donc pas réussi en Russie, mais il ne le pouvait pas, en l'absence d'une révolution victorieuse quelque part à l'ouest, qui ne s'est produite nulle part. La question de la prématurité se pose donc bel et bien. Elle se pose. Question, comment dire, dérangeante et difficile. Est-ce que Lénine, peut-être on peut lui reprocher d'avoir fait cette révolution? Est-ce qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait? Non, non, non plus, non plus, non plus. Il l'a faite, pourquoi? Parce que le régime tsariste s'est effondré sur lui-même en 1917. Il s'est effondré sur lui-même. De même que la démocratie bourgeoise, soi-disant démocratie bourgeoise, elle s'est effondrée sur lui-même sous son propre poids, on va dire. Une catastrophe était déjà en cours et vraisemblablement une guerre civile que le gouvernement provisoire et les forces qui le soutenaient n'auraient pas gagné. Donc ils l'ont faite, ils l'ont faite. Et ne leur reprochons pas de l'avoir faite. Mais une fois au pouvoir, et surtout après la guerre civile, les bolcheviks ont été rattrapés par la réalité russe qu'on a commencé à décrire, c'est-à-dire l'attraction par l'État fort, l'attraction par l'État fort. L'idéologie socialiste a dû être redéfinie en conséquence. Il lui fallait camoufler les idéologies nationalistes et étatistes qui constituaient le véritable credo du pouvoir. Oubliez les passages de Lénine. Pas de troisième révolution, pas de communisme dans les campagnes, pas d'action impulsive. Mieux vaut moins, mais mieux. Apprendre à commercer. Voilà, donc les questions ne sont pas simples. Il y avait la question de la prématurité, les conditions n'étaient pas là, elles n'étaient pas prêtes, la Russie n'était pas prête, mais bon, elle a quand même fait la révolution, et donc ne reprochons pas à Lénine non plus de l'avoir fait. Il y avait tellement de pesanteur aussi de ce pays. Bien sûr. Oui, et puis là on peut de nouveau évoquer Gramsci, à savoir que nous avions affaire à une société qui était une société civile qui était quasiment inexistante. C'est-à-dire que dans la Russie de 1917, qu'y avait-il comme échelon de pouvoir substantiel? C'était tout le système tsariste. Après, dans la société civile, bien sûr qu'il n'y avait pas d'association, il n'y avait rien de ce que nous pouvons connaître. Et donc, en Russie en 1917, il suffisait de s'emparer du palais d'hiver, de s'emparer d'un bateau, de s'emparer, etc. Et puis, les choses étaient faites. Non, mais elles pouvaient commencer et l'élan était donné. C'est incontestable. Après, pour prolonger ce que tu disais, si on y pense, même par la suite dans l'histoire, aucune société où les communistes ont pris le pouvoir n'était prête à une révolution du point de vue de Marx. Genre, ça a été fait à chaque fois dans des sociétés qui étaient arriérées d'une certaine manière. Si on pense à la Chine, si on pense à Cuba, si on pense aux pays d'Afrique ou aux pays d'Asie, ce n'étaient pas des pays industrialisés du type l'Allemagne. Non. Exactement. Ça, c'est un sujet qu'on va aborder peut-être la prochaine fois ou la fois d'après, je ne sais plus. Mais effectivement, on peut citer, je ne sais pas combien, peut-être une quinzaine, peut-être même une vingtaine de pays qui se sont lancés dans le socialisme, peut-être plutôt une quinzaine qu'une vingtaine. Eh bien, aucun d'entre eux
n'était prêt pour cette expérience-là. Aucun. Mais est-ce qu'ils ont eu tort de tenter l'expérience? Voilà. Et bien moi je dis non. Ah. Non. Il y a, comment s'appelle, Bichon, Louis Bichon, un homme qui avait tenté une expérience et qui a duré un certain temps. Les Cubains d'ailleurs avaient travaillé avec lui. Et en 1982, les Américains et les Français se sont arrangés pour le liquider. Ils ont envoyé des troupes. Moi j'ai vu en 1982, j'avais un voyage à la début, d'ailleurs. Il y avait simplement des Juifs coréens. Il était là-bas à cette époque. Et quelques mois après, il s'est fait bombarder par les Russes. Et le jour qu'ils ont attaqué Bouddha, il y avait Jonas Chance, premier ministre de la Dominique, qui orchestrait le commandement avec les Américains, avec les joueurs en Claude de la Caraïbe, je crois que c'était eux, alors que c'est les Américains qui dirigeaient tout. Et donc son avion était tombé en panne. Et c'est Michel Chauvet de Guadeloupe qui lui a envoyé un hélicoptère qu'il a amené en Guadeloupe. Et un bombardier américain est venu la chercher pour la ramener aux États-Unis, orchestrer le bombardement de Guadeloupe. Ah oui, d'accord. Donc Mitterrand a dit par la suite que oui, demander une enquête, alors ils étaient très bien au courant. D'accord. Non, ça, l'histoire, elle n'obéit pas aux théories, quoi. Elle n'obéit pas à des thèses de livres. Donc, des mouvements se développent. Bon, nous, ça nous est facile à nous aujourd'hui de dire qu'il y avait prématurité. Bien sûr, parce que on le dit par rapport à l'idée que le communisme, ça va avec une certaine idée d'abondance, de développement des forces productives, etc., des aspects de ce genre, qui n'étaient pas présents dans aucun des exemples que nous pouvons citer. Bon, oui, mais sauf que les peuples, eux, ils sont sortis de leur boîte. Et donc, il est normal que les organisations qui étaient là, à ce moment-là, eh bien, fassent quelque chose, tentent quelque chose. Moi, je dirais, à travers ce qui est éclairant dans ce que tu dis, c'est que, enfin, c'est peut-être... Mais bon, je me dis que finalement, pour qu'une révolution réussisse jusqu'à un certain point, il faut une structure bourgeoise qui se soit organisée avant. Alors vous me direz cocorico, vive la France, mais c'est un peu ça qui s'est passé au moment de la Révolution française. C'est qu'il y avait quand même quelque chose qui permettait au peuple de se révolter contre le roi, mais aussi contre des structures qui se mettaient en place et qui étaient des structures, comment dire, capitalistes, on dirait aujourd'hui. Alors là, il faut... Là, je vais... Alors, je dis ça, mais... Non, si. Mais ça va nous amener à quelque chose de dérangeant. Ah. La Révolution française, elle est faite par les bourgeois. Mais elle est suivie par le peuple. Qui la suit plus ou moins en fonction... Suivie par les bourgeois. Oui, non, mais les bourgeois oui. instrumentalisent le peuple, etc. Bien. Elle est faite par les bourgeois avec l'appui du peuple, etc. Et les bourgeois, on dit les bourgeois, ce sont des capitalistes aussi. Et leur caractéristique, c'est que au fil des siècles, depuis le 15e, ils ont acquis une puissance, puis une puissance d'abord, puis une suprématie ensuite, dès le 15e, 16e. Très vite, ils ont financé la monarchie. Voilà, dès le 15e, 16e, la bourgeoisie a suffisamment de puissance économique pour financer la monarchie. Au 17e,
Souvenez-vous de ce que j'ai évoqué une fois, au XVIIe, il y a un roi. C'est Louis XIV, au XVIIe. Louis XIV, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle au gouvernement Des gros bourgeois. des gros bourgeois. C'est vrai. Bon. D'ailleurs, Qui l'a oublié. il les anoblit. Et d'ailleurs, les vrais, disons, nobles, les vrais nobles, et ils ne l'oublieront pas cette affaire-là, hein, parce qu'ils vont savoir se venger des bourgeois après. Bon, on n'est pas là pour faire l'histoire de France. On estime qu'autour de 1740, 45, 50, il y a un basculement intellectuel et moral en France qui fait que c'est la bourgeoisie qui exerce la suprématie idéologique, intellectuelle et morale. On estime, hein, des indicateurs, on n'est pas là pour ça, donc je ne donne pas de détails. Mais vous les avez dans d'autres conférences que j'ai faites. Mais les bourgeois, ce sont des gens qui ont du fric, des moyens. Parlons maintenant de nous. Parlons de nous. La révolution prolétarienne. Qui c'est qui va la faire, cette putain de révolution prolétarienne? C'est des mecs comme nous. Des moins que rien. On n'a pas un copec. Bon, après, Lénine s'est fait financer, soi-disant, sa révolution par l'Allemagne. C'est ce qui se dit. Oui, mais bon. On n'a pas un copec. Donc, on ne peut pas comparer. Il faut voir ça. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est ça qui est dérangeant. C'est ça qui est dérangeant. C'est que la révolution bourgeoise, c'est la dernière révolution faite par une classe qui était dominante au moment où elle fait la révolution. La révolution prolétarienne, ce sera la première révolution qui sera faite par une classe qui, au moment où elle fait la révolution, n'est pas encore dominante, qu'on le veuille ou non. Peut-être et éventuellement, c'est ce que dit Gramsci, peut-être éventuellement qu'il y aura eu la révolution intellectuelle et morale. Il y a une hégémonie. Une hégémonie, peut-être éventuellement. Hégémonie culturelle. Mais puissance économique, sois poli et poli. Puissance économique, non. Alors, ça, c'est une idée dérangeante. Comment on gère ça? Est-ce que la thèse de Gramsci tient la route? Est-ce qu'on peut conquérir une hégémonie intellectuelle et morale sans puissance économique et financière? Je ne sais pas. Avec Elon Musk, c'est dur, hein? C'est dur. Allez, on va enchaîner. Attends. On arrive. Non, c'est pas ça que je cherche. C'est pas ça que je cherche. Ah oui, voilà. Le rôle du... Bah oui, non mais là, on a engagé le débat, donc forcément ça a une incidence sur la conf. Mais vous aurez le texte comme d'habitude. Le rôle du parti dans tout cela. Comme gardien de l'idéologie, on parle de l'idéologie. Je n'ai pas le même texte. Si. Alors, le parti, comme gardien de l'idéologie, c'est là que tu dis, il a fini par devenir le représentant de certains intérêts, en particulier ceux des groupes dirigeants. Et à ce titre, il lui appartenait de modifier, adapter ou encore rejeter les idéologies qui ne servaient pas à cela, tout en sacralisant certaines personnalités ou principes. Ce qui est très important dans ce passage,
il a fini par devenir le représentant de certains intérêts. Certains intérêts, en particulier ceux des groupes dirigés. On va constater après Staline et même après la chute de l'URSS, que, en fait, ce groupe des dirigeants, des responsables d'usines, d'entreprises, etc., et le parti, eh bien, se sont quasiment emparés de l'économie, en sont quasiment devenus pratiquement propriétaires. C'est ça qu'on va constater. Ajouter au fait que dès avant 1989, on estime qu'il y a quelque chose comme 20% de marché noir dans l'économie soviétique. Alors, quand des bolcheviks, qu'est-ce qui se passait? On parle du parti. Quand des bolcheviks s'inquiétaient des phénomènes d'étatisation, de bureaucratisation ou de despotisme, eh bien, ils étaient éliminés par les gardiens du temple, entre guillemets, et le voile idéologique que l'on jetait sur tout ça faisait le reste. Quand il s'est agi de passer à l'industrialisation et à la collectivisation des paysans, de l'agriculture, cela s'est passé par décret, sans débat, sans vote. Un colosse bureaucratique, armé de pied en cap, hiérarchique et monolithique, a surgi. Un usurpateur d'un genre nouveau, confisquant le pouvoir de la société au nom d'un nouveau mode de gouvernement, dans les faits, au bénéfice d'un groupe d'intérêts qui, bien que non privé, entre guillemets, disposait d'un quasi-droit de propriété sur l'ensemble de l'économie du pays. La vie politique, eh bien, elle avait été exclue de la société. Tout le pouvoir était concentré dans la machine de l'État, le parti, les échelons très supérieurs du parti. On peut parler d'absolutisme bureaucratique soviétique. Et il en est bien résulté, malgré tout, ça on ne peut pas le retirer, un processus d'accumulation primitive, capitaliste entre guillemets, beaucoup de guillemets, mais ce n'était pas une accumulation primitive de moyens pour le socialisme, c'était plutôt une accumulation pour le capitalisme, je ne vais pas dire ça non plus, mais pour autre chose. Je voudrais évoquer la question des résonances entre cette expérience socialiste soviétique et le passé tsariste, le passé russe. Vous allez voir que cela introduit de la complexité dans la façon d'aborder tout ça. Quelle a été l'influence de la tradition historique russe sur le socialisme soviétique, et spécialement sur sa coloration nationaliste? La nationalisation, entre guillemets, comme principe et pratique qui font de l'État le propriétaire des principales richesses du pays, est un bon exemple de continuité des pratiques historiques. Vous allez voir où est la complexité. Le régime tsariste a eu recours à la propriété. Le tsar était propriétaire de toutes les terres, de toutes les entreprises, propriétaire de tout, propriétaire de la société. Les deux piliers de la stratégie de Staline étaient la question nationale et la construction d'un État unitaire fortement centralisé. Le dogme du socialisme dans un seul pays s'inscrit dans ce cadre et est aussi une manifestation du nationalisme russe. Donc, les piliers de Staline résonnent très étroitement avec la réalité russe. Au début, cela déclencha, il ne faut pas le nier, cela déclencha une dynamique impressionnante qui pouvait apparaître comme d'inspiration socialiste.
bien sûr. Mais quand la bureaucratisation est arrivée, quand elle a fini de se saisir de tous les aspects de l'économie et de la société, eh bien, ce fut une autre histoire. L'heure des rendements décroissants est arrivée. Et le gaspillage avec ces rendements décroissants. Qui cela choquait-il? Qui cela inquiétait-il? Pas grand monde, pas grand monde. Peut-être des observateurs extérieurs, peut-être lucides, des observateurs lucides, peut-être. Mais les grandes masses de Russie, d'URSS, non. Les Russes étaient habitués à l'omniprésence du tsarisme dans beaucoup de domaines. Il était propriétaire, je l'ai dit, de toutes les terres, et cela était la source de son pouvoir absolu. De la même manière, la notion de propriété à l'âge capitaliste n'avait pas encore pénétré ni la population au sens large, ni les gouvernements, ni la bureaucratie. L'image du prince propriétaire et donc de l'État détenteur des richesses du pays était encore vivante et en tout cas loin d'être effacée dans la conscience nationale. Vous voyez le mécanisme, la persistance de la réalité tsariste. On vénérait le tsar, on respectait son autorité, on respectait le souverain propriétaire, souverain tiré propriétaire. Du point de vue du socialisme, certes, la propriété étatique était une étape vers la socialisation, mais cette dernière n'est jamais advenue, car elle a été bloquée par la bureaucratie, qui voulait en rester à la propriété étatique, base de son pouvoir. Au final, on a affaire à une configuration d'une réelle complexité. D'une réelle complexité. Et là aussi, il faut... cela relativise les responsabilités des uns et des autres. Le développement tsariste, capitaliste sous le régime tsariste, bien que flamboyant ici ou là, je l'ai dit, Pétrograd et ainsi de suite, Moscou, n'a nullement brisé la propriété de l'ensemble des richesses de l'État par le souverain, le tsar. Parce que ce développement, il n'en a pas eu le temps. C'est un développement sur moins d'un demi-siècle. Cette propriété du souverain maintenue jusqu'à la dernière minute, elle a ainsi été récupérée par le nouveau régime et son idéologie moderne. C'est le plus évident, en tout cas pour la période stalinienne. Mais cela, c'est au profit d'un pouvoir pyramidal et hiérarchisé, qui lui-même n'était pas sans rappeler, sur de nombreux points, une structure politique ancienne, pendant nettement vers l'Orient. Dans cette perspective, la propriété étatique soviétique peut être vue comme une continuation de l'ancienne tradition russe, non capitaliste, où le tsar était considéré comme possédant tout l'État. Alors qu'à l'Ouest, le développement de la bourgeoisie a mis fin aux structures féodales bien avant la Révolution. Et évidemment, ça a été, purgé de manière claire, nette et sans bavure en 1789. Mais bien avant la Révolution, il y a plein de structures féodales qui ont volé en éclats. Ça, c'est pour nous, pour 1789. Il n'en a pas été de même en Russie, faute de temps. Faute de temps. Un demi-siècle de développement capitaliste très parcellaire, très localisé. C'est de la gnognotte pour changer une société. Les nouvelles formes publiques de propriété n'y ont pas vu le jour dans cette Russie d'avant 1917. Des secteurs appartenant à l'État dans une optique de socialisation
des moyens de production à la Marx, formule de Marx, socialisation des moyens de production. Ça non plus, ça n'a pas pu se faire. Révolution industrielle aussi. Il y a eu des petits bouts, mais il n'y a pas eu de révolution industrielle avec un R majuscule. Il n'y a pas eu. La Russie, elle a évolué dans un sens opposé au capitalisme. Enfin, l'URSS, je devrais dire l'URSS là. L'URSS a évolué dans un sens opposé au capitalisme, mais elle a aussi évolué dans un sens opposé au socialisme. Le système soviétique a généralisé la propriété étatique dans tous les domaines, tout en rejetant les formes de propriété privée, publique et mixte, existant dans le capitalisme. En fait, la Russie est passée de la féodalité à quelque chose qui n'est pas le capitalisme et qui n'est pas non plus le socialisme. Elle est passée d'un système, je me répète, d'un système pré-capitaliste à un autre système, lui aussi non capitaliste, sans être non plus socialiste. Voilà. On va s'arrêter. Après, il faut préciser plusieurs choses. C'est que, bon, Lénine, le premier et ses continuateurs, étaient quelque part les premiers à appliquer une théorie. Bon, ils avaient l'exemple de la Commune de Paris, mais bon, après, il fallait bien, à la taille d'un État, appliquer. Bon, on a passé sur les interventions étrangères, les guerres civiles et tout ça. Il faut savoir que c'était très difficile de mettre en place un État moderne tout en partant de la féodalité. Et comme tu l'as rappelé, ils ne sont pas passés par différentes phases historiques, la révolution industrielle, la bourgeoisie, qu'on fait parallèle avec la Révolution française, c'est la bourgeoisie qui pousse pour avancer dans le processus historique pour arriver à la phase bourgeoise. En 1917, en Russie, la bourgeoisie est absente. C'est la régime tsariste qui tombe sur lui-même, et il y a comme un vide pendant quelques temps. C'est Lénine qui profite de ces troubles, contrairement à d'autres socialistes qui pensent qu'ils devraient attendre pour respecter le schéma traditionnel marxiste de développement, et suite à cela, la classe ouvrière se constituera, et suite à cela, les socialistes et les communistes plus tard seront assez puissants avec la conscience qu'ils auront pour prendre le pouvoir. Lui, il décide au contraire de tenter sa chance. Oui. Parce qu'à ce moment-là, la classe ouvrière en Russie est quasiment inexistante. Comparé à la population, je parle. La majorité de la population était agricole. Voilà, dans les campagnes. Voilà. Après, bien sûr, il faut expliquer que après 1917 jusqu'à 1930, au milieu des années 30, la classe ouvrière se constitue. En fait, il a fallu créer une classe ouvrière, politiser cette classe ouvrière. Quand les éléments les plus politisés sont au gouvernement ou sont dans un cercle assez restreint, c'est très simple à comprendre que vous avez une masse de personnes qui est pour beaucoup analphabète en 1917, pour beaucoup pas politisées. Il est très difficile de les lancer sur le chemin du marxisme, de la théorie, de la socialisation, des collectifs de travail, des comités d'entreprise, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Et après, bon, petite parenthèse, concernant les cercles du pouvoir qui ont tiré certains avantages, il y a une autre théorie qui dit, bon, c'est sorti il n'y a pas longtemps, que Staline, au contraire, avait été contre cela, et c'est pour ça que, justement, régulièrement, il avait lutté contre la bureaucratie qu'il voyait comme un danger, qu'il voyait, selon lui, il disait que certains éléments du pouvoir soviétique voulaient revenir au capitalisme, et c'est justement pour ça qu'il les a purgés, c'est justement pour cela que différents échelons du Parti communiste étaient régulièrement purgés, dans le sens radical, hein, vous l'avez compris, pour justement éviter qu'ils ne se fassent trop à l'idée de gérer le pouvoir à leur guise comme des bourgeois.
jusqu'à le fameux rapport en 56, où après, à partir de Khrouchtchev, certains estiment que c'est à partir de là où justement la bureaucratie, ça a été la victoire de la bureaucratie, et qu'à ce moment-là, ils ont commencé à devenir gestionnaires. C'est une théorie. Alors j'indique... Par la suite, à cette époque, dans les usines, dans les entreprises, il y a une certaine formation des ouvriers. Parce que mon père recevait le mandat, je me rappelle à Kiev notamment, et dans les usines, il y avait justement cette formation idéologique politique. Il y avait des comités qui s'étaient en place. Et le réjouir. Bien sûr. Alors, ça m'incite à dire quelque chose. J'ai pas du tout, et je ne le ferai pas d'ici la fin du cycle au mois de juin, je n'ai pas du tout abordé la question qui a une importance non négligeable du régime social, enfin de protection sociale, du régime de protection sociale, l'éducation, la culture, notamment. Hein. Ça, ils l'ont fait. Et ça, ils l'ont fait. Bien sûr, ils l'ont fait. Alors, même si il faut sans doute distinguer des phases. Il est certain que du temps de Lénine, je dis bien, jusqu'en 1924, il y a une effervescence absolument impressionnante de la culture, des réformes sociales, l'avortement, droit de vote des femmes, etc. Voilà, j'en passe, je rentre pas dans les détails, mais il y a beaucoup de choses. Les détails, on peut les trouver assez facilement. Et après, évidemment, après 1924, c'est plutôt une période de recul. Par exemple, l'avortement c'est supprimé. Le droit de vote des femmes, je ne saurais le dire, je ne vais pas me lancer, peut-être pas, mais je n'en suis pas certain. Mais en tout cas, l'avortement, par exemple, eh bien, il y a aussi le divorce. Le divorce, j'ai oublié le détail, mais Lénine introduit quelque chose, fait quelque chose en ce qui concerne le divorce, sur lequel Staline va revenir. Bon, tout un tas de réformes sociétales sur lesquelles Staline va revenir. Bon, tout ça c'est pour dire qu'il faut distinguer des périodes. Mais, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui ne va pas trop changer par-delà les périodes, c'est plutôt le régime de protection sociale. Peut-être aussi l'éducation, peut-être aussi peut-être un peu moins, mais peut-être aussi quand même la culture. Donc ça, il ne faut pas non plus le négliger. Il y a des personnes qui sont nées en URSS et qui vivent maintenant en France, par exemple, qui ont évidemment un certain âge, comme certaines personnes que je ne nommerai pas. Je sais pas ce qu'il a. Il fait des scènes, et qui ont la nostalgie de l'URSS. Et la nostalgie de l'URSS existe. Parce que la protection sociale, même d'un pays comme la France, eh bien, elle peut se comparer avec la protection sociale de l'URSS à l'époque des années 50, 60, 70, etc. Donc, il ne faut pas négliger ça, ça fait partie du bilan. Mais, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça ne participe pas à l'essence du régime. Disons que ça, ce sont des aspects tout à fait non négligeables, mais l'essence du régime, c'est pas ça. L'essence, c'est le respect de la dignité de l'homme, enfin de l'être humain. Ça n'était pas au rendez-vous. C'est la capacité de la société
à satisfaire dans des proportions très correctes une variété très large de besoins, ça n'était pas au rendez-vous non plus. On connaît l'histoire des files d'attente, évidemment, dans le dessin. Bon. Et puis la finalité quand même du communisme, c'était l'appropriation par les gens d'une démocratie communiste, c'est-à-dire la possibilité de discuter, de prendre des décisions dans le cadre d'une justice, d'une égalité, enfin voilà. Une démocratie participative. Voilà. Autogestionnaire. Ce que tu décrivais tout à l'heure, des gens après la mort de Lénine qui sont là et qui gèrent la suite, à travers ce que tu disais, on sent bien que ces gens, ils n'ont plus dans la tête les actions qu'il faut conduire pour arriver à tout ça. Mais peut-être parce que certains s'approchent à un pouvoir et ils l'ont, bravo, ils sont contents, ils le conservent. Et puis il y en a d'autres qui faut mesurer la tâche aussi. Hein. Bien sûr. On n'a pas non plus mentionné quelque chose, c'est l'immensité du pays. Eh oui. Et il faut apprécier ça en 1920, dans les années 20, 30, 40, 50. Il y avait quoi pour atteindre des gens qui étaient à 2 000, 3 000, 4 000 km? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'avion. Il y avait l'avion. Mais qui prend l'avion? Prenez l'avion. Qui prenait l'avion? Qui prenait l'avion? Moi, j'avoue que je ne le sais pas. Hein. J'avoue que je ne le sais pas. Peut-être qu'il y avait un accès un petit peu démocratisé à l'avion, c'est possible. Hein. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais on va dire, il n'y avait pas des centaines de milliers de personnes et des millions de personnes qui prenaient l'avion, bien sûr que non. Bon, donc ça, et puis alors surtout dans les années, au début, dans les années 17, 18, 19, toutes les années 20 et toutes les années 30. Bon, donc ça veut dire que les chaînes de commandement, c'était la radio, sans doute, enfin la radio ou l'équivalent de l'époque, c'était... Comment ça s'appelait? Le télégramme. Le télégramme. C'était le télégramme. Bon, donc il faut apprécier tout ça dans le contexte. Dans le contexte. Et comment dire, ça pouvait déraper et il fallait peut-être 6 mois, 1 an pour s'en rendre compte. Et enfin, les gens au pouvoir, moi, ce qui me semble, c'est que la plupart, bon, ils partent au plus pressé quand même, c'est-à-dire ils vont prendre des mesures pour que les paysans soient désormais sachent lire et écrire. Enfin, ils font plein de trucs comme ça, mais une vision pour la suite en tant que communistes qui ont fait une révolution, ou qui sont d'accord, ils l'ont pas, quoi. Ils l'ont plus, et c'est bien qu'au fond, il y a un Staline qui gouverne, et puis voilà, quoi. Mais bon, moi, je veux dire ce que je viens de dire, bien sûr, je l'ai dit, mais encore une fois, moi, ce que je recherche, c'est l'essence du système, et quand même, Staline, il a trucidé des milliers de gens. Je ne cite pas de chiffres, je n'appesantis pas là-dessus. Je ne fais que le mentionner. Je ne veux pas, moi, me transformer en juge, en procureur. Je ne veux pas me transformer en procureur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'essence du régime. Bon, l'essence du régime, moi je dis, il n'y avait pas de respect de la dignité de l'être humain. Et ça ne peut pas être communiste. Ça ne peut pas. Il n'y avait pas de respect de la dignité de l'être humain, ça ne peut pas être communiste. Il n'y avait pas
de développement des forces productives permettant de satisfaire à un niveau correct une large gamme de besoins. Ça, c'est du communisme. Si on n'a pas cette condition, on n'y est pas. On est dans quelque chose qui est avant, mais on n'y est pas. Je dirais qu'il faut toujours juger chaque pays, chaque système, sur la base du point de départ où il est parti. Et pas, c'est sûr que si on se compare à la France ou à l'Allemagne ou aux États-Unis d'Amérique, n'importe quel pays au monde apparaîtrait comme inégal ou dictatorial ou totalitaire ou ce genre de choses. Il faut toujours se baser sur la Russie. Par exemple, on parle de la Russie. Parlons de la Russie. En 1917, où était la Russie et où elle est en 1945, par exemple. À ce moment-là, en 1917, on prend le pouvoir, on doit lutter contre des invasions étrangères, contre des pays qui cherchent à nous faire, sans compter ceux qui sont dans le pays même, à nous faire chuter. On essaye de favoriser l'économie dans les années 20, on essaye de construire un pays moderne jusqu'aux années 30. À partir d'un certain moment, on sent la menace hitlérienne, on sent la menace d'autres pays. On essaye de conserver le pouvoir dans la Deuxième Guerre mondiale et on arrive à sortir victorieux et arriver jusqu'à Berlin en 1945. Quand on réfléchit en 1917 où était la Russie et en 1945 où elle est arrivée, à un moment donné, bien sûr il y a eu des erreurs, bien sûr il y a eu des problèmes qui ont été rencontrés. Aucun système est chimiquement pur, mais moi je trouve que évoluer dans ce contexte-là, il faut avoir sacrément les mains accrochées parce que on a vu différentes expériences ensuite où les personnes ont baissé les bras au moindre problème et pour le dire d'une manière assez simple, se sont vendus aux capitalistes au moindre problème. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il faut bien décortiquer tout ça pour en arriver, j'adhère à ce que vous dites, pour en arriver à ça, quoi, pour en arriver au fait que en 1945, qu'on le veuille ou non, les Russes sont arrivés jusqu'à Berlin et pour arriver à une actualité, moi qui me révolte toujours par rapport au 8 mai, c'est que depuis quelques années, on n'a plus invité les Russes à venir. Ils ont été les artisans au même titre que les Américains, et je dirais même plus, parce que sans qu'ils soient arrivés jusqu'à Berlin, les Américains qui ont débarqué auraient eu beaucoup de mal à... Alors, bravo aux Américains qui nous ont libérés, c'est pas le coup, mais pour la guerre en général, le poids de la Russie a quand même été fondamental. Ça a été fondamental. Bon, alors bien sûr qu'après, il y a eu cette guerre froide, alors les Américains, les Russes, tout ce que vous voulez, mais en fait, jusqu'à je sais pas, il y a 10 ans, 5 ans que c'est comme ça. Ouais, 5-10 ans. Comme ça. En même temps, ça crée des poutines, ça, hein, parce que les frustrations, elles vont vite. Hein. Donc, alors, je disais il n'y a pas longtemps qu'il y a encore 15 ans, ou dans les années 60, on demandait aux gens... Non, à la sortie de la guerre. Allez, à la sortie de la guerre, mais après, dans les années 50, à la sortie de la guerre, on demandait aux gens en France qui avaient remporté la guerre, enfin, qui avaient vraiment des alliés. On disait à plus de 60... Combien 3 quarts. Voilà, je te l'avais lu, 70%, c'est les Russes, c'est les Soviétiques à l'époque. Bon, aujourd'hui on demande la même chose, c'est complètement renversé. Il y a quand même une vérité historique, sans prendre de passion contre les Russes, contre les Américains, contre tout ce qu'on veut, qui quand même devrait être respectée. Bien sûr. Ce que tu disais tout à l'heure, tu vas nous mettre en Non, je suis un peu déphasé là parce que
je voulais te dire deux trucs, et puis je voulais revenir en avant, en arrière sur ce que tu as dit. Toujours. En matière de pensée, je crois que parfois il faut réagir. C'est ça, réactionnaire. Oui, moi j'ai l'impression qu'on oublie un facteur qui est considérable, c'est qu'on a rarement conscience du rôle que l'on joue. C'est-à-dire qu'on s'imagine faire quelque chose, alors que dans le mouvement historique, on est en train de faire autre chose. Je crois, je vous donnerai un seul exemple. J'ai assisté à des scènes extraordinaires à l'époque du pays socialiste, comme on disait, ou des pays de l'Est, discussion entre Hongrois et Roumains. Le Roumain qui se foutait de la gueule du Hongrois, c'est deux communistes. Parce que eux, ils étaient encore une république populaire. Alors que les Roumains venaient de changer de statut et étaient devenus une république socialiste. Mais je me demande si en Hongrie c'était une république populaire, et si surtout ils étaient arrivés au stade socialiste en Roumanie. Voilà, c'est simplement pour vous dire un petit peu, et c'est pas simplement une question de pub ou de communication ou de propagande, c'est, je crois, les capacités à réagir, à réfléchir sur la situation réelle. Et ça en arrive, à partir de ce truc-là, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. J'ai l'impression qu'on n'est pas capable de faire ce que Lénine a fait modestement, c'est-à-dire analyser un petit peu où il en était et ce qu'il était possible de faire. Et à partir de là, alors, je dis Lénine, mais je veux dire les bolcheviks à l'époque, hein, parce que je ne pense pas que ça soit l'œuvre d'un seul. Par contre, lorsqu'il a lancé, quand il a lancé la NEP, il savait ce qu'il voulait faire. Il savait très bien qu'il fallait construire la base d'une révolution ouvrière. Donc il fallait construire la grosse industrie, il fallait construire la classe. Ce qui n'a pas été le cas dans la suite. Parce que les gens ont cru qu'ils étaient déjà dans le cadre d'une révolution ouvrière qui s'était faite, et puis on continue. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Et en fait, ils ont construit cette base, mais quand on construit une base économique avec le capitalisme, même d'État, on construit bien une classe ouvrière, mais on construit aussi une classe bourgeoise. Et oui, et le problème, me semble-t-il, vient de là. Parce qu'il y a eu confusion entre la prise de pouvoir par la classe bourgeoise qui se construisait et la représentation. Alors, elle se construisait et elle construisait l'État, qui la servait. Et il y avait un déficit de représentation et de construction du socialisme par la classe ouvrière. Et je crois que ça aboutit à un truc qui pour moi est catastrophique, c'est la confusion complète entre l'État et le parti. Et je crois que de ce côté-là, Staline avait largement raison. Effectivement, il fallait distinguer et purger. Le problème, c'est que Staline était devenu l'un de ses représentants de cet État et de ce parti. Voilà, là-dessus, et pas lui seulement, mais toute la structure du parti était calquée là-dessus. C'est pour ça qu'il a été... Tout à l'heure, tu as parlé de la fin du tsarisme en disant qu'il s'est effondré de lui-même. Mais là, ça a été pareil. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient responsables d'usine, responsables du parti, c'était aussi ceux qui sont devenus les oligarques juste après. Ils avaient déjà construit leur mécanisme hégémonique. On en est là. Et je crois qu'un des problèmes, c'est celui-là, c'est que la construction de la révolution, elle doit aller de pair avec les soviets. Je le redis, c'est les conseils, c'est tout ce travail-là qui doit se faire. Et ça,
c'est quelque chose qui a été loupé. Lénine avait bien raison de dire l'électricité plus les soviets. Oui. On a bien fait pour l'électricité, mais sans les soviets, eh bien, c'était construction de la classe bourgeoise. Et là-dessus, on arrive à une catastrophe. Et je crois qu'on a intérêt aujourd'hui, nous, à y penser. Je sais bien que la Chine, ça nous pose quelques problèmes, parce que c'est aussi quelque chose qui est un petit peu particulier, mais je crois actuellement qu'eux aussi, ils ont eu toute une série de périodes de rectification, parce que le pouvoir était en train de partir entre les mains des classes qu'ils sont en train de construire. Comment ils vont tenir, comment ils vont réussir à faire une distinction entre un parti populaire large et la classe ouvrière et l'idéologie de la classe ouvrière. Bon, mais tout ça, c'est effectivement le problème de la construction d'une hégémonie intellectuelle qui corresponde aux besoins de la classe ouvrière et, in fine, parce que ça fait partie de choses que tu as dites auparavant, in fine, c'est aussi revenir à l'idée qu'à un moment donné, il n'y aura plus de lutte de classe. Donc, on n'aura plus la dictature, au prolétariat, parce que les contradictions, elles resteront. Et on aura contradiction entre les besoins des uns et des autres, avec sans doute, peut-être, des choses qui se tireront autour de différenciation de sexe, j'en sais rien, moi. Mais on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes envies, tous les mêmes besoins. Et ça, il faudra bien que ça se résolve dans une société. Si on n'arrive pas à le faire par le biais d'une écoute, d'une étude fine de ce que sont les besoins, et ça, les besoins, c'est les gens qui les définissent. Et si on ne s'écoute pas pour savoir les définir ensemble, voir ce qu'on peut faire ensemble, forcément, il y a divers. Ce qui manquait énormément, et c'est aussi dont il faut se méfier, c'est comment arriver à une démocratie la plus proche de la base. Et la plus proche, c'est-à-dire que la base intervienne dans cette qui est comment on dit, une action-réaction, quoi. Parce que sinon, jamais on arrivera, on aura toujours des gens qui décident, qui impulsent, je veux bien, mais il faut voir la base, il faut la laisser faire, et puis si elle déconne, essayer de... Voilà, mais la laisser faire, et c'est ce qui a... C'est ce qui n'est pas encore dans l'esprit même de plein de gens qui sont militants, sincères. Il y a quelques années, je citais volontiers... Sergio, peut-être, non? Non. C'est juste un mot que je veux prononcer sans rien dire de plus, c'est le mot autogestion. Oui. Le mot autogestion, nous les communistes, on n'a pas voulu le prononcer pendant des décennies et des décennies. C'était un mot de la CFDT, des sociodémocrates. Oui. On n'a pas voulu le prononcer. Et je crois que nous avons aussi à redécouvrir l'autogestion et à redécouvrir que le communisme, ça va de manière inextricable avec l'autogestion. Quand tu parles de démocratie participative, ou c'était moi, autogestion, tout ça, ça va avec. Les besoins, mais là, il faut de la démocratie et de l'autogestion, enfin, etc. Mais là, ça va très loin, parce que c'est un problème d'éducation aussi. D'abord, il faut être capable de s'autogérer, et en plus, il faut être capable, dans l'autogestion, d'avoir toujours en ligne de mire la gestion de la communauté la plus large possible. Donc ça, je ne sais pas comment on peut le faire, quoi. Mais à partir du moment que la base ne participe pas à la rénovation du système, inévitablement, les contradictions vont éclater. Exactement, tu as raison. C'est très important. Si les gens... On dit toujours aussi, tout système détient à lui-même ses propositions démocratiques. Donc s'il n'est pas préparé en dehors de la base, qui est l'essentiel même de la société,
là, on Ça touche, enfin, pour moi, je trouve que c'est le cœur du problème. Vraiment un point névralgique. Ouais. J'ai envie de dire, Tous les pays sont quelque part, c'est la base, d'une certaine manière, du léninisme. L'autogestion? Non, pas l'autogestion. Lénine imaginait une avant-garde qui devait guider la classe ouvrière dans le cadre d'une révolution et après dans le cadre d'une conquête du ensuite voilà, dans la construction du socialisme et ainsi de suite. Mais bon, en fait, il imaginait une avant-garde parce que justement il savait très bien que la classe ouvrière, livrée à elle-même, elle pouvait n'arriver que soit à rien, soit à la conscience social-démocrate ou syndicale, comme je le disais bien. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais on revient sur la question de l'éducation, etc. Où tu... Je vous écoute. C'est vrai, ça fait. J'entends. C'est pas parce que je l'entends que je ne pense pas. Alors, Écoutez, on est dans une situation, j'entends ce que vous dites, hein, mais regardez, regardez les enfants dans un tramway de Nice, hein, on a le tramway, etc. Vous voyez qu'il est déjà dépendant. Il a une image, et tout ça, et on est dans quelque chose où il y a presque une sorte de mécanisation du mécanisme. On le fait parler. C'est extraordinaire. Et alors, ce qu'on dit, ça tient la route. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est piégé? On est piégé par les technologies modernes qui sont étonnantes, mais qui ont été développées par le capitalisme et par les personnes milliardaires du monde. Là, on est dans un truc infernal, et peut-être aussi de dire ça. Que faire par rapport à ça? Et là, alors, c'est très bien les nouvelles technologies, tout ça, mais quand vous voyez le bourrage de crâne, moi, vous savez, c'est un succès, je n'exerce plus, mais j'entends et on téléphone. Actuellement, beaucoup de gens ont peur de la guerre, terriblement. Ça fout une trouille. Or, ils ont tout fait pour avoir cette peur. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a une baisse tendancielle du taux de profit. Qu'est-ce qu'on fait? On développe les usines d'armement. Je suis alsacien, il y a une fabrique là-bas à la place. On est 3-8 pour construire des armes. On est pris dans un mensonge permanent et la technicité de la communication fait qu'on est déjà pensé. Il faut y réfléchir à ça. on est déjà pensé. On est pensé, Par d'autres. pas par nous et par d'autres. Et moi, je suis affolé. Monsieur le Perret, je suis un monsieur dans le train, on peut me céder là, ça me fait que c'est d'ailleurs que je suis de place. Et là, je me suis permis, il n'y a pas longtemps, il y avait une jeune femme qui avait un petit bébé, et dès qu'il lui parlait un peu, juste en face, il filait tout et lui dit tais-toi, je parle à ton papa. Alors, j'ai réagi, et elle me dit ça vous fait rire. Et je lui ai répondu, je n'ai pas répondu de lui malheureusement, et je lui ai dit ce qui me fait rire, c'est que regardez, vous avez un enfant tous les deux, et vous lui corrigez l'écran pour que vous soyez bien avec votre mari. Alors je l'ai dit gentiment, elle a éclaté de rire. J'étais quand même content. Et alors en partant, elle dit t'as vu ce qu'il a dit, monsieur? Je me suis dit, putain, ça m'a servi d'être Probablement, c'était sympa, je n'ai pas été agressif ni tout, mais je me suis dit, s'il y a un conditionnement incroyable, et ce qu'il fait, alors cette peur, sacrée, je suis bien, lundi, je suis un ancien secrétaire de la CGT, retraité, le petit beau, il avait le congrès de la CGT. Il s'est passé un truc qui était terrible, parce qu'à un moment donné, on parlait quoi faire, etc. Et on est arrivé à un point,
qu'est-ce qu'on doit faire dans le département, etc. Et moi, je fais partie des gens qui ont proposé un amendement par rapport à l'extrême droite et ce qui est en train de se passer. Donc, c'est vieux, etc. Et puis, à un moment donné, je dis, voilà, ce qui est terrible actuellement, c'est le Front National. Et pour un congrès de la CGT, alors qu'on est le secrétaire général qui appelle à la gauche contre rien, c'est venu. Et ce qui en est sorti, c'est que finalement, ce qui a été une des grandes difficultés, je dis, c'est qu'il y a ce Front National qui progresse, y compris chez nous. J'ai pris le risque de dire ça chez nous, à la CGT. Et chez là, nous, tu voulais dire ici, à la CGT. Ah, chez nous, à la CGT. Et là, tout d'un coup, ça s'est levé. Bah oui, moi, je vais vous dire, ça, il progresse. Les traminots à Nice, les conducteurs, etc. Il y a d'autres dans le département qui disent, mais à la CGT, il y a des gens qui votent et qui disent qu'ils vont voter Front National. Et là, il y a un problème qui est énorme et on s'en rend pas compte. Et alors, quand on voit la gauche en train de se bouffer la rate au Parti communiste qui est en train de se passer ici, où les gens se battent, alors maintenant on trouve une unité soi-disant pour les élections, alors qu'on devrait être tous motivés pour dire attention, il y a une intox terrible. Et voilà. Alors, c'est pas très drôle ce que je raconte, il faut prendre ça, on ne peut pas faire autrement, mais il ne faut pas oublier que malheureusement, les moyens de diffusion et d'influence sont. La télé est très bien foutue, tout ça quand même, mais ça dit toujours la même chose, et à l'heure qu'il est, on a peur de la guerre, et quand il faut construire et que ça va rapporter beaucoup de pognon on construit des armes. Alors, là qui disent, c'est bien, on va avoir des armes. Excusez-moi, j'ai été un peu long, mais c'est. Je partage à peu près complètement ce que tu dis, mais c'est quand même de la part de la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, parce qu'aujourd'hui c'est plus la bourgeoisie, ça revient à faire ce qu'ils ont toujours fait dans ces crises de baisse de taux de profit. Le moyen, le mieux, c'est de détruire du capital. Détruire du capital, c'est raser des territoires pour pouvoir les reconstruire après. Je trouve que et donc c'est pas pour rien que Draghi, le technicien, qui nous a fait tellement de tours d'un côté et de l'autre, à différentes instances internationales. Ce technicien-là, il a fait un rapport et il demande quoi? Que la Commission européenne fasse des choix et oblige les pays dans les budgets pour l'armement. On ne parle pas de transport, on ne parle pas d'éducation, on parle pas... Non, c'est l'armement. Et en même temps, on a aussi le père Trump qui dit, maintenant que c'est détruit, je suis prêt à reconstruire Gaza et vous en faire la Riviera. Mais c'est le même mécanisme. Ce n'est pas les mêmes financiers, ce n'est pas les mêmes oligarques, je vais dire, mais c'est le même système. Et il faut faire travailler et faire du profit avec ce genre de truc. Mais moi, ça c'est parce que ce que tu dis, effectivement, ça me semble une évidence. Et on est en train de voir faire au niveau de la nation, ou des nations, ce qu'on a vu faire il y a quelques années. Rappelez-vous, Jiquel, la France a peur. Et à l'époque, c'était quoi? C'était la peur des autres, en France même. Aujourd'hui, c'est la France a peur, mais elle a peur parce qu'il y a la guerre, c'est à côté de chez nous. Je vous rappelle que cette façon de construire cette Europe-là, telle qu'elle est, il y en a quelques-uns qui doivent se souvenir d'où ça vient. Bérou, il faisait partie de ce mouvement MRP qui était à l'origine de la communauté européenne de défense. Et donc d'un certain type de fonctionnement de l'Europe. Il va y avoir demain, c'est pas pour rien que je le cite, demain il y a un reportage, demain ou après-demain, un reportage gigantesque sur une des chaînes françaises officielles, je vais dire, c'est-à-dire entre les mains de l'État et pas d'autres. Il va y avoir un reportage sur un personnage gigantesque, c'est Giscard d'Estaing. Rendez-vous compte un peu où on en est.
C'est parfait. On est en train de mettre en avant ce vieux débris qui est Mais oui, je vous le garde. Regardez vos programmes télé. Je ne vous conseille pas de regarder l'émission, mais regardez où on en est. On en est là. Et je termine là-dessus parce que ça, c'est pour revenir sur le sujet. Un des éléments, me semble-t-il, effectivement, c'est l'éducation. C'est la révolution culturelle, mais ça aussi, c'est pas Mao qui l'a inventé. Formellement, après, c'est devenu ce que c'est devenu, mais formellement, si on ne fait pas une révolution culturelle pour conquérir l'hégémonie, pour faire passer un certain nombre d'idées, coopération plutôt que concurrence, des choses aussi simples que ça, le respect plutôt que la domination, je crois qu'effectivement, on se casse la figure. Mais ça, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire jouer. Tu as raison de citer les moyens modernes de communication. Un des trucs, je l'ai entendu tout à l'heure, non, je ne l'ai pas entendu, je l'ai lu tout à l'heure sur la toile. Figurez-vous que il faut bien occuper. Donc sur la toile, on voit de tout. Ils avaient rien de mieux à faire que de demander à 5 intelligences artificielles. Et vous savez ce que je pense de l'intelligence artificielle. C'est pas intelligent et c'est à peine artificiel. Mais ils ont demandé à 5 méthodes, je vais dire, de l'intelligence artificielle, de dire quel serait le prochain pape. De dire quel serait le prochain pape. Parmi tous les cardinaux qui rentrent là, quel sera celui qui va sortir? Vous imaginez déjà ce que ça signifie. Ça signifie rentrer dans les machines, les indications, tout ce qu'il peut y avoir comme savoir nécessaire pour désigner cela. C'est aussi anticiper sur les réactions des cardinaux. Bon, je passe. Et je ne vous donnerai pas le résultat parce que je ne joue pas au tiercé là-dessus. Mais ce qui me semble extraordinaire, c'est que sur les 5, il y en a 2, vous entendez, 2 intelligences artificielles qui ont répondu « mais le pape n'est pas mort ». Vous imaginez, quand vous avez ce genre de mécanisme qui se met en place, pourquoi les 2 intelligences n'ont pas répondu ça? Parce qu'elles enregistrent, elles n'avaient utilisé que les données enregistrées jusqu'à l'une fin 23, l'autre début 24. Effectivement, à ce moment-là, le pape n'était pas mort, donc il ne pouvait pas se lancer sur les pronostics. Ça veut dire que toutes ces machines que l'on met en place et qui sont en train de subjuguer, si on ne développe pas, nous, de notre côté, un esprit critique énorme, en disant comment se forment ces choses-là, si on ne dit pas, regardez cette image du pape à tête de Trump, vous l'avez vu ça? Ah oui, oui. C'est l'intelligence artificielle qui l'a fait. Mais si on ne dit pas aux gens que ça se fait quotidiennement pour un tas de choses, effectivement, on les lance dans une réalité alternative, comme ils disent. Et notre boulot, nous, c'est de dire, voilà ce qui se passe. Et je reviens à ce que je disais, sinon on aura encore des gens qui croiront construire le socialisme et qui sont en train de nous mener ailleurs. Je crois que c'est ça le problème. Et c'est le problème de nos organisations. Essayer d'expliquer, expliquer et garder l'esprit critique. Éveiller, montrer les moyens que l'on a. On va s'arrêter là-dessus. Oh oui.